Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mediapart en direct, pendant laquelle notre site est en accès libre et notre rédaction ouverte aux caméras. Dans la foulée du non massif au référendum grec de dimanche dernier, nous poserons à 20h30 la question de ce qui peut advenir, non seulement pour la Grèce, mais aussi pour l'Europe, dans ce moment inédit de repolitisation des questions et des problématiques européennes comme économiques. Nous serons pour cela en compagnie de nombreux chercheurs et politiques grecs venus spécialement d'Athènes, donc ne manquez pas les deux tables rondes, l'une politique, l'une économique, à partir de 20h30. Avant cela, à 19h, notre traditionnelle séquence Retour sur enquête sera consacrée aux révélations de Wikileaks, Mediapart et Libération sur les écoutes de la NSA et sur le refus de la France de donner l'asile à Julian Assange ainsi qu'il l'avait demandé. Mais pour débuter, pour une petite heure, on va parler d'un sujet qui d'ailleurs pourrait introduire les deux d'après, parce qu'il sera à la fois question de droit d'asile et de manque de solidarité européenne. C'est celui des réfugiés en particulier et des migrants en général. On verra les petites différences qu'il y a, dont on parle après un mois chargé autour du 18e arrondissement sur ces questions, et aujourd'hui où de nouveau Pajol, le campement des migrants à Pajol a de nouveau été à moitié dispersé puis réoccupé, et où les ministres de l'Intérieur de l'Europe se sont réunis autour de la manière de se répartir, c'est comme ça qu'on dit maintenant, les environ 40 000 réfugiés et demandeurs d'asile arrivés depuis le début de l'année en Europe. Alors pour en discuter, je suis avec Karen Akoka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Ouest Nanterre et vous avez fait une thèse qui n'est pas encore parue, mais après cette émission, c'est sûr qu'elle le sera, sur l'OFPRA et la demande d'asile. Et vous êtes également membre du GISTI et une riveraine assez engagée du côté justement de Pajol-la-Chapelle. À vos côtés, Emmanuel Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de cet observatoire des frontières qui est Migre-Europe. C'est un réseau de militants et de chercheurs à la fois européens et africains qui vise à lutter contre l'enfermement des étrangers et la multiplication des camps. Et vous êtes par ailleurs, vous aussi, maître de conférence à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste notamment de la police et de ses rapports. Vous avez fait un livre récemment sur la police et les Algériens, donc police et questions migratoires. Alors on va parler de ce qui s'est cristallisé à Pajol, autour du quartier, dans le 18e arrondissement de Paris ces dernières semaines. Mais j'aimerais qu'on commence tout de suite par, au fond, la question de fond, et qui est toujours un peu la question qui fâche, qui est celle des politiques migratoires et celle des représentations dont elles sont issues. Qu'est-ce qu'on répond, Karen Akoka, à tous ceux qui disent « Moi, bien sûr, je partage la détresse de ces Syriens, Érythréens, Soudanais, les parcours individuels de ces gens qui sont arrivés là au prix de multiples souffrances et des fois de trajets qu'on pourrait qualifier d'héroïques. Mais l'Europe en crise ne peut pas accueillir toute la misère du monde et tous les persécutés de la planète ». Eh bien, on répond que les politiques migratoires, elles sont construites sur ces deux postulats-là. Elles sont justifiées par ces deux postulats, qui sont la peur de l'invasion ou l'impression d'invasion déjà arrivée et l'immigration comme problème et comme fardeau, et que ces deux postulats-là, c'est des postulats qui sont erronés. Et on a toute une production, notamment scientifique, mais pas seulement, aussi militante, qui permet de revenir un peu plus en détail sur toutes les fausses évidences qui jalonnent ces deux postulats. Alors, pour commencer, par exemple, par le postulat de l'invasion ou de la peur de l'invasion. Alors, ce qui est avancé pour prouver qu'il y a invasion, c'est des images et des chiffres. Alors, les images, on les connaît, c'est les bateaux en Méditerranée, bondés, etc. Ça, c'est des images spectacles, ça se passe à certains points spécifiques, précisément parce que les politiques migratoires ont créé des goulots d'étranglement. Et puis pour les chiffres, alors je ne vais pas vous assommer non plus de chiffres parce que c'est toujours un petit peu rébarbatif, mais il y en a peut-être qui sont importants à rappeler. Un des premiers chiffres qu'on avance, c'est le nombre de clandestins qui rentrent dans l'Union européenne chaque année. Donc c'est très difficile à évaluer. Il y en a un qui est avancé, par exemple, celui de 274 000 pour 2014. Alors pourquoi, au fond, 274 000, c'est beaucoup. Et comme ce chiffre en soi, il ne représente finalement pas grand-chose, étant donné que nous sommes 500 millions d'Européens, et que donc, ramener la population européenne, on est à du 0,5%, on fait des effets de manche avec ces chiffres. On dit plus de 274 000 migrants sont rentrés en Europe, au lieu de dire moins de 275 000, par exemple, où on utilise tout ce vocabulaire de la marée, du flux, de la plomberie, de la fuite d'eau, etc. Enfin, c'est la mer et l'eau déchaînée qu'on ne peut pas arrêter. Il y a aussi les chiffres qu'on ne dit pas.
quand on essaye de parler de l'invasion, les chiffres qu'on ne dit pas, c'est que, par exemple, sur 30 ans, la part d'immigrés et d'étrangers dans la population française, elle est stable. Et c'est beaucoup plus intéressant de regarder sur 30 ans que de regarder sur 2 ans et de prendre exactement les années qui permettent de faire ces effets un peu spectaculaires. Donc, en gros, la part d'immigrés sur 30 ans, elle est passée de 7 à 8% dans la population française et la part d'étrangers, elle a diminué, elle est passée de 6 à 5. Et il y a encore d'autres chiffres qu'on ne dit pas, qui sont que seuls 3% de la population de la planète migre. Migrent au-delà de cette frontière, sont des migrants internationaux. Et que parmi ces 3%, seuls les 3/4 font un itinéraire, les 3/4 font un itinéraire sud-sud et non un itinéraire sud-nord. Vraiment, à chaque fois, on emploie les chiffres qui tendent à légitimer ces politiques sécuritaires. Mais quand même, on ne peut pas dire que, par exemple, la demande d'asile, elle n'est pas bondie ces derniers temps en Europe. Non, alors encore une fois, ça dépend des périodes que vous regardez et des chiffres que vous regardez. Elle a bondi avec la crise syrienne, effectivement. Bondi tout de suite, on est dans un mot un peu spectaculaire. Elle a augmenté. Il y a eu des périodes où elle a rebaissé. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de regarder ces phénomènes sur la longue durée et pas sur la courte durée. Alors c'est pour ça qu'on est avec 2 historiens. Un autre terme qu'on emploie beaucoup dans ces cas-là, c'est que si on mettait des politiques qui n'étaient pas quand même restrictives, il y aurait un appel d'air, qui est un terme assez atroce, si on le compare évidemment au parcours de ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas morts en Méditerranée ou ailleurs et qui sont parvenus jusqu'en Europe. Néanmoins, est-ce qu'en tant qu'historien, on peut dire que Emmanuel Blanchard, effectivement, des politiques plus accueillantes entraînent une arrivée plus grande ? Alors je répondrai à votre question, mais je commencerai par rappeler que ces migrants sont des personnes, sont des humains, et donc ils sont dotés d'un certain nombre de droits. Et quand on revient à ce langage du droit, ça permet aussi de comprendre la relation qui est entretenue entre les lieux où ils veulent aller et les lieux d'où ils viennent. Et ces personnes, par exemple, elles ont le droit inaliénable de quitter leur propre pays. Un certain nombre d'entre elles ont aussi un droit, tout aussi inaliénable, de traverser les frontières sans document de voyage, tout simplement parce qu'elles sont dans des situations où elles ont besoin de protection. Et donc déjà, quand on revient à ce type de raisonnement, on ne raisonne plus en termes de « il y a une pression qui est exercée sur l'Europe », on raisonne plutôt en termes de « il y a une Europe » ou un certain nombre de pays européens, de gouvernants, qui ne voient plus un certain nombre de personnes peuplant ce monde comme dotées des droits fondamentaux qui sont supposés être à la constitution aussi bien de nos territoires nationaux que de la construction européenne. Et donc, il y a une idée que la politique ne peut plus s'envisager en termes de droits dotés aux individus, mais en termes de tuyauterie, de canalisation, où on essaierait de faire en sorte que des personnes, quelle que soit leur situation, soient entravées dans leurs droits, soient empêchées dans leur mobilité. Avec l'idée, finalement, que ces personnes n'ont pas de capacité d'action, ne sont pas dans des situations telles qu'elles sont prêtes à se mettre en danger pour réussir à pénétrer dans un certain nombre d'espaces où elles vont être plus en sécurité. Or, de fait, si on essaie d'analyser les mouvements migratoires, on peut dire que d'une certaine façon, les phénomènes répressifs, puisque nous sommes dans un cadre qui aujourd'hui vise à réprimer des personnes qui sont assimilées à des clandestins, notamment ce terme qui circule, des migrants, comme si derrière ce mot, il n'y avait justement pas des personnes à la fois en recherche et dotées de droits. L'idée, c'est que le cadre juridique, finalement, il va changer les portes d'entrée. Il va changer les durées de voyage. Il va changer la façon dont les personnes vont pouvoir s'inscrire dans les sociétés d'accueil. Mais de fait, il ne joue que très peu sur la volonté des personnes de partir. Je donnerai un exemple très concret. Aujourd'hui, effectivement, en France, la politique inhumaine, la politique qui consiste à transformer notamment les demandeurs d'asile, mais tout un ensemble d'autres exilés en quasi-vagabonds, en leur refusant le droit au logement, les rend visibles dans l'espace public parce qu'ils occupent la rue, fait qu'effectivement la demande d'asile augmente moins en France que dans d'autres pays, puisque ces personnes, d'une certaine façon, vont essayer d'atteindre des pays peut-être plus accueillants. Mais de fait, au niveau européen, le problème, puisque le langage, c'est le langage qui est utilisé, ne change pas.
Les personnes qui ont quitté la Syrie n'ont pas quitté la Syrie parce qu'elles pensaient pouvoir bénéficier de la protection sociale française ou de la protection sociale allemande. Elles ont quitté la Syrie pour se protéger d'une situation qui mettait en péril leur vie. Elles sont très massivement allées au Liban, en Jordanie, et une toute petite minorité d'entre elles, celles notamment qui étaient les mieux dotées culturellement, linguistiquement et surtout financièrement, puisque la législation change surtout le coût du voyage. Aujourd'hui, les voyages, les odyssées, devrait-on dire, à la fois meurtrissent les personnes et mettent une barrière économique extrêmement forte qui font que soit le voyage coûte très cher dès le départ, soit il dure très longtemps puisqu'il est transformé en différentes étapes où les personnes n'ont pas ce ressources mais s'arrêtent pour travailler et retrouver de l'argent. Donc cette théorie de l'appel d'air, elle peut fonctionner juste dans de petits espaces qui se mettent en concurrence les uns par rapport aux autres. La France par rapport à la Suède, la France par rapport à l'Allemagne. Mais elle ne fonctionne pas sur ce que les sociologues, notamment, appellent de façon assez peu jolie les effets push, c'est-à-dire ce qui pousse les personnes à partir. Elles partiront quel que soit le cadre législatif européen, qu'elles ne connaissent pas d'ailleurs, qu'elles vont apprendre à connaître une fois qu'elles vont arriver en Europe. Et là, elles vont effectivement essayer de circuler au mieux des possibilités d'accueil et de travail. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que ça rejoint directement aussi ce deuxième postulat sur lequel les politiques migratoires sont fondées, qui est l'idée de l'immigration comme problème et comme fardeau. Donc, au mieux, on accepte le fardeau, on accepte sa part de prendre la misère du monde, et au pire, on la refuse. Et donc, l'appel d'air, c'est l'idée qu'on a des gens dont on ne veut pas. Et alors, ce postulat-là, de l'immigration comme un problème, c'est aussi un postulat qui tire assez peu la route d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de la réalité sociale, et dans sa dimension démographique et dans sa dimension économique, parce que, par exemple, pour prendre le point de vue démographique, on sait qu'en Europe, on est dans une situation démographique alarmante. Alarmante, ce n'est pas mes mots, c'est les mots de l'OCDE. Alarmante, dans 30 ans, on a besoin de 40 millions d'habitants supplémentaires dans l'Union européenne. Donc, pourquoi repousser ces nouveaux arrivants? Oui, mais on voudrait qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage fort. C'est dans 30 ans, mais aujourd'hui, il y a un taux de chômage très fort. Par rapport au taux de chômage, ce couple très, très classique, on ne peut pas l'immigration à cause du chômage, c'est aussi un couple qui n'est pas pertinent, parce que c'est une vision du marché de l'emploi très malthuséenne, qui ne correspond pas du tout à ce que c'est-à-dire comme si c'était une part de gâteau, qu'on était un certain nombre à se partager, et plus on est nombreux, plus il faut le partager. Or, c'est pas du tout comme ça que ça marche l'économie. Plus on est nombreux, plus le gâteau grossit, d'autant plus dans des économies tertiaires comme les nôtres, qui fonctionnent aussi avec un certain nombre de consommateurs, et d'autant plus que les migrants sont jeunes, beaucoup plus jeunes que le reste de la population française, donc plutôt en âge de travailler. Et donc ces postulats-là, ils fonctionnent sur des visions très, très erronées de ce que c'est l'économie. Il y a des économistes qui se sont amusés entre guillemets, qui ont travaillé sur essayer de calculer le coût de l'immigration par rapport au PIB. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça coûte? Alors, évidemment, c'est une question un peu délicate, mais la zone de désaccord entre ces différents économistes, il y a Lionel Rago, il y a Chesnecki, François Gemme, la zone de désaccord, c'est que l'immigration, soit elle apporte 1% de plus au PIB, elle rajoute, soit elle coûte 0,5% de moins au PIB. Donc, c'est pas une différence très, très grande. Les Nations Unies, eux, leur vision, c'est que 1% d'immigration apporte 1% au PIB. Sachant que cette question du PIB, c'est une question qui est problématique, parce que, par exemple, c'est pas que par le PIB qu'on calcule l'apport de personnes. Par exemple, Emmanuel Blanchard et moi, on coûte au PIB. On coûte beaucoup au PIB, on est des fonctionnaires. Quand on travaille, on ne fait pas de la ressource monétaire. Mais alors, par rapport à ce que vous dites, l'importance de mobiliser d'autres imaginaires, de rappeler du droit international, de montrer des chiffres différents de ceux qu'on entend, pourquoi est-ce qu'on continue sur ces politiques répressives qui semblent non seulement iniques, mais en plus inefficaces? J'aurais deux niveaux de réponse. Un niveau qui tient au terme politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où les souverainetés étant entravées du point de vue économique, il y a besoin de les rendre spectaculaires dans d'autres domaines. D'où un investissement politique extrêmement fort
qui vise à montrer que la puissance publique, l'État, et notamment au travers de son appareil policier, est en capacité de réguler un certain nombre de questions qui ont toujours existé, mais qui ont été construites comme devant être les nouvelles priorités politiques, parce que pensées comme des problèmes particulièrement importants. On pourrait faire un certain nombre d'exemples sur la question de la délinquance, des délinquances, et sur la question de l'immigration. Il me semble que c'est très prégnant. Aujourd'hui, quand un État veut montrer qu'il prend soin de ses citoyens, alors même que dans beaucoup de pays européens, les dépenses de protection sociale, par exemple, n'augmentent plus, voire baissent, quand un État veut montrer qu'il a encore une certaine puissance, une capacité d'orientation politique, il a tendance à rendre spectaculaire sa capacité à contrôler les frontières. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Il va mettre en place des systèmes quasi militaires, de vedettes, en Méditerranée ou dans d'autres mers, et surtout l'érection de murs, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de milliers de kilomètres de frontières murées pour montrer que l'État cherche à protéger ses citoyens du terrorisme, de l'immigration. On a l'exemple hier avec la Tunisie qui a annoncé la construction d'une barrière avec sa frontière libyenne. On a de tas d'exemples aujourd'hui dans l'Union européenne. Et c'est un phénomène que Wendy Brown, par exemple, une philosophe américaine, a documenté depuis un certain nombre d'années, qui vise à montrer cette puissance étatique qui, dans d'autres domaines, s'est liée les mains. Donc elle est bien obligée, pour montrer d'une certaine façon son utilité, de choisir d'autres domaines d'action, quand bien même les gouvernants ne sont pas stupides. Ils savent bien que toutes les études montrent que l'érection d'un mur change les routes migratoires, les rend plus mortels, que ces murs soient physiques ou que ce soit un mur électronique, que ce soit un mur de papier avec des systèmes de visa de plus en plus compliqués, mais que de fait, il n'a un effet que très limité sur les arrivées. Simplement, les personnes arrivent après des voyages plus longs, plus dangereux, plus coûteux et sans droit, au lieu d'arriver dans des situations avec des droits. Et cette pensée, elle est articulée avec une pensée que l'on pourrait qualifier peut-être de populiste, je ne suis pas sûr que le terme soit adéquat, en tout cas dans une vision du peuple, où le peuple serait porteur de valeurs, qui seraient des valeurs de défiance, qui seraient des valeurs de non-accueil, et comme si ces valeurs étaient intrinsèques à la population, et en particulier aux classes populaires, avec l'idée que justement la puissance publique doit protéger ces classes populaires et que ces classes populaires seraient en demande d'une politique qui soit une politique qui, d'une certaine façon, marque la protection en réaffirmant la différence entre le national et l'étranger. Mais ces pensées sont bien plus prêtées aux classes populaires qu'ancrées dans ces mêmes classes populaires, puisque de fait, elles se sont ancrées peut-être en lien justement avec une offre politique, avec justement l'impossibilité de faire des choix d'autres politiques économiques qui font qu'ensuite les choix se font sur d'autres domaines, avec d'une certaine façon une imposition de problématiques. Mais de fait, notamment les mouvements de solidarité par le bas, montrent quand cette immigration n'est plus simplement manipulée par des images ou par des chiffres, pour reprendre la distinction qui a été faite par Karen Akoka au début de cet entretien, au niveau le plus concret, dans un établissement scolaire, au niveau le plus concret, dans un quartier, oui, il y a des solidarités qui peuvent se nouer. Comme on l'a vu à Calais, qui était quand même une ville pas a priori favorisée. Même, pour sortir du cas français, les habitants et les habitantes de Lampedusa ont eu des capacités d'accueil qui gênaient l'État italien, qui gênaient la politique européenne. Donc on voit bien ici que cette politisation aussi, en disant les électeurs et les électrices aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir des politiques plus solidaires, elle ne tient pas, puisque quand on laisse les personnes agir, alors il ne s'agit pas de nier qu'il y a aussi des sentiments xénophobes, qu'il y a aussi du rejet, mais il y a vraiment une pluralité de sentiments de ce point de vue-là, sauf que ceux qui sont activés par la puissance publique sont ceux qui vont plutôt rendre plus visible et s'appuyer sur cette xénophobie, plutôt que de rendre visible et s'appuyer sur les solidarités concrètes. Alors on va reparler de ces formes de solidarité, mais je voudrais qu'on reste un instant quand même sur cette notion de puissance publique, avec ce que vous décriviez, que finalement, au fur et à mesure où effectivement la main gauche de l'État est de plus en plus absente ou indifférente, on renforce la main droite. Mais
La question qu'on se pose quand on voit ce qui s'est vu là les dernières semaines à Pajol, à La Chapelle, c'est aussi est-ce que l'attitude des pouvoirs publics européens et français, puisque aujourd'hui de toute façon ces deux échelles sont intriquées, elle est continue, c'est-à-dire continue dans un renforcement. Et notamment, pour le cas de la France, on se demande est-ce que les gouvernements auront un gouvernement socialiste ou un gouvernement Sarkozy vis-à-vis des migrants et des réfugiés, c'est la même chose. Je me permettrai, avant de répondre à votre question, de finir sur votre question précédente, parce que c'est une question pour moi très importante. C'est-à-dire pourquoi ces politiques migratoires, on a l'impression de marcher sur la tête, elles sont meurtrières, elles sont extrêmement coûteuses, on n'en a pas parlé, hein, mais c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, centres de détention, expulsion, etc. Et on voit qu'elles sont inefficaces et que tout justifie en fait d'accueillir ces personnes qui essayent de venir en Europe. Donc, au premier abord, on peut se dire on marche sur la tête. Je pense qu'on ne marche pas du tout sur la tête. Et que si cette politique migratoire, elle existe, c'est qu'il y a des groupes sociaux qui ont tout intérêt à ce qu'elle existe. Et donc c'est une aubaine, effectivement, pour un État en perte de souveraineté pour faire de la politique du spectacle. C'est aussi le moyen d'avoir une main-d'œuvre non qualifiée, de très bon marché, corvéable à merci, puisque inégale, et qui est très, très utile à nos économies. Et qui fait pression sur les salaires des gens plus intégrés, en plus. Très utile pour nos économies capitalistes. Et c'est aussi un moyen de gouverner par la peur. On fait peur, et puis après on rassure. Et puis, de tout temps, l'étranger, ça a été le bouc émissaire principal en temps de crise. Donc, voilà. Pour revenir ensuite sur... Est-ce que tous les gouvernements ont cette attitude ? Ou est-ce que quand même on peut repérer des différences ? Alors, ce qu'on voit comme ça, comme grande tendance, et puis peut-être après, Emmanuel Blanchard aura des détails plus précis, c'est que, de manière générale, ce qui se passe, c'est que les gouvernements de droite durcissent les politiques migratoires quand ils arrivent au gouvernement, mais que les gouvernements de gauche, quand ils prennent le relais, ne défont jamais, ou presque jamais, ce qui a été fait. Donc, on a souvent des politiques un peu moins restrictives, mais rien qui n'est défait. Donc, finalement, la tendance générale, c'est de plus en plus de restrictions. Je répondrai à deux niveaux. D'abord au niveau européen, et puis je essaierai de repartir au niveau français sur les continuités qui ont bien été mises en évidence par Karen Akoka. Il faut bien voir qu'au niveau européen, il y a une tension entre, d'une certaine façon, la volonté de se présenter comme un espace de droit et justement cette politique qui est une politique foncièrement répressive de fermeture des frontières qui rentre en contradiction avec un certain nombre de textes internationaux. Et donc la grande idée au niveau européen depuis une trentaine d'années, c'est de faire en sorte que pour qu'on n'ait pas à repousser les migrants, ils n'arrivent pas jusqu'en Europe. C'est ce qu'avec un certain nombre de militants et de chercheurs, nous appelons, dans une comparaison aussi avec la sphère économique, une politique d'externalisation. C'est-à-dire, il faut faire peser le tri, puisque les mots sont ainsi utilisés. On voit parfois le terme de centre de tri, d'autres formules plus euphémisées un certain nombre d'autres fois, sur des zones qui sont dites plus proches de là où partent les exilés, mais qui sont surtout des zones qui ne sont pas des zones où l'État de droit est en situation de se voir obligé par un certain nombre de groupes militants notamment, de défendre les droits de ces migrants et de ces migrantes. Oui, d'où pendant des années... Un travail que faisait notamment la Libye de Kadhafi. Exactement. Et si on parle autant aujourd'hui des réfugiés et des migrants, c'est que la Libye effondrée ne fait plus ce travail d'externalisation. Donc il faut des gendarmes de l'Europe, qu'ils soient situés au sud ou à l'est de l'Europe, et qui puissent manier le bâton sans avoir les entraves, qui sont les entraves que posent un certain nombre de textes internationaux ou nationaux, à condition qu'ils soient activés par des populations en situation de les faire respecter, au moins pour des minorités mobilisées. Et donc là, ce schéma-là, depuis 30 ans, il est en place, et là encore, l'Union européenne, les réponses qu'elle cherche à apporter, qui ne sont pas les petites réponses qui se passent dans le jeu entre institutions, comment on va répartir 40 000 personnes dans un jeu où la Commission essaie de s'imposer au Conseil, mais le paradigme central, c'est quand même, maintenant qu'il n'y a plus la Libye, sur qui on pourrait s'appuyer. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur le Niger, par exemple ? C'est véritablement, ça c'est la pensée centrale qui guide cette politique européenne depuis une trentaine d'années. Au niveau national,
Ça se décline par effectivement des textes qui sont très variables d'un pays à l'autre, les textes sur le droit au séjour, sur les modes d'expulsion, voilà, tout le droit au travail, tous ces textes, même si un certain nombre de directives européennes ont visé à des formes d'harmonisation, ils restent relativement différents selon les États. Et dans les différents États, on a une tendance qui est une tendance au durcissement de ces textes, avec une politique qu'a très bien décrite Karen, d'une certaine façon, de pas de répression quand la droite est au pouvoir, et la gauche recule éventuellement d'un demi-pas. Je donnerai un seul exemple. Un exemple qui nous permet de nous inscrire dans une moyenne durée. En 1984, au Parlement français, il y avait eu une unanimité transgroupe pour accorder aux étrangers qui avaient un droit au séjour un titre unique de 10 ans qui leur permettent de ne plus vivre dans une précarité qui, dans les changements de titre, les fait basculer dans la clandestinité, les refait devenir une clientèle policière et les refait devenir une main-d'œuvre corvéable à merci, puisque sans titre de séjour. Depuis près d'un an, une dizaine au moins d'associations françaises essaient de faire pression sur le gouvernement actuel autour d'un slogan relativement simple, c'est « Rendez-nous la carte de 10 ans », qui peut paraître quelque chose de pas essentiel quand 20 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 30 ans, mais qui est essentiel, vital pour les centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui vivent avec des titres de séjour qui les mettent à la merci, notamment dans les périodes de renouvellement, de ces expulsions. Et cette revendication, qui était une revendication droite-gauche unanime en 1984, aujourd'hui, il est impossible, quasiment, de l'imposer au gouvernement de gauche actuel, qui veut bien faire un tout petit pas en avant, c'est-à-dire on va réduire la précarité des titres, mais on va faire des titres d'1 an, puis après des titres de 3 ans, mais la norme ne sera pas le titre de 10 ans. Et d'une certaine façon, on va rester dans ce paradigme de la précarité qui fragilise et qui, d'une certaine façon, fait comme si ces étrangers restaient à jamais des invités qu'on peut révoquer en considérant qu'ils ne sont jamais membres véritablement de la société, ce que donnait le titre de 10 ans, même s'il ne donnait pas cette fameuse citoyenneté liée au vote, mais il donnait beaucoup d'autres droits. Vous voulez réagir là-dessus ? Non. Alors moi, quand même, j'ai une question qui s'ajoute à ça et que je pose à vous, qui êtes un historien de la police, et notamment donc des relations entre la police avec les populations immigrées ou issues de l'immigration. C'est, est-ce qu'on est encore dans ce qu'on a vu là à Pajol-la-Chapelle, dans cette stratégie policière, dans la même chose que la fameuse phrase de Charles Pasqua, avec humanité et cœur, tout en défonçant les portes des églises, ce qui s'est passé à Saint-Bernard il y a déjà quelques années, et d'ailleurs à quelques encablures de Pajol-la-Chapelle. Ou est-ce que quand même l'attitude de la police, on va dire sous un gouvernement socialiste, n'est pas la même que ce qu'elle était sous un gouvernement de droite dure ? Alors avant de réfléchir en termes de droite-gauche, il faut voir que ce qui se passe de spécifique, mettons, autour de la halle Pajol... Non, mais on va y revenir juste après, mais là, c'était vraiment sur l'attitude de la police. Je me demandais, est-ce que, en gros, le politique tient mieux sa police Je suis d'accord. Mais la question de tenir sa police, elle tient aux espaces, ici. Je veux dire, dans des espaces qui sont dits les espaces de jungles, c'est-à-dire ces campements autour de Calais, mais aussi plus au sud, qui sont des espaces dans lesquels il n'y a pas d'habitants, dans lesquels, ou très peu d'habitants, puisqu'on repousse les migrants du centre de la ville de Calais, justement à la fois pour nettoyer, comme la police nettoie les indésirables d'une manière générale, mais aussi pour empêcher les solidarités. Et donc, mettre les migrants à la merci de la police, qui a plus de retenue en France qu'elle n'en a au Maroc, qui a plus de retenue au Maroc qu'elle n'en avait en Libye. On n'est pas non plus sur exactement les mêmes registres, mais on est sur des registres qui sont liés à la visibilité des phénomènes et à la capacité des sociétés à s'y opposer. Effectivement, quand ça se passe au centre de Paris, quand ça se passe dans une ville dont la maire est une maire socialiste, qui vise à avoir une politique un peu plus humaine, voire un peu plus à gauche, en tout cas dans le message
que le Premier ministre, va y avoir des formes d'égards qui vont faire que les opérations de police vont être organisées sous couvert d'opérations humanitaires. Ce qui n'empêche pas un certain nombre de violences qu'ont subi migrants et militants quand ils essayaient de s'organiser et de se fixer, le sens fixé n'étant pas le même pour les migrants et pour les forces policières, mais il y a l'idée qu'il faut qu'ils arrêtent d'être en capacité de s'autonomiser dans des espaces où ils vont être visibles, protégés, notamment des forces de l'ordre, mais pas simplement, de tous les risques qui sont liés à la vie dans la rue. Et donc, je pense que ce qui permet de comprendre la façon dont le bras policier est plus ou moins retenu, ça tient au régime politique, ça tient aux espaces, et ça tient aussi, mais véritablement ici, on est dans l'alpha, on est dans le tout petit, cela tient au fait que les gouvernants n'adressent pas exactement les mêmes messages, et vu qu'ils adressent tous ces messages au travers d'opérations policières, on va doter d'une hache ou ne pas doter d'une hache, mais dans tous les cas, on va vouloir évacuer. Karen Akoka, Emmanuel Blanchard parlait de Calais. C'est sans doute un point de comparaison important parce que ce qui s'est passé autour du 18e arrondissement de Paris a pris quand même une certaine résonance médiatique, alors que finalement, en quoi est-ce différent de ce qui se passe à Calais depuis 2002 ? Vous avez travaillé plusieurs fois dessus, depuis la fermeture en gros du camp de Sangatte, donc il y a maintenant déjà plus de 10 ans. C'est pas très différent, il y a quelques petites différences, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup, et tant mieux, de ce qui se passe depuis un mois à Pajol, La Chapelle, et que ce phénomène-là, il est plutôt nouveau à Paris, et il n'est pas du tout nouveau dans le contexte national, à Calais depuis très très longtemps, et même pas non plus nouveau ailleurs en Europe, en Italie, Lampedusa, la Grèce, etc. Et la différence que moi je vois entre les deux phénomènes, qui est une différence plutôt minime, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, et je viendrai dessus ensuite, c'est que peut-être que... alors d'abord, c'est le nombre. Hein. À Calais, aujourd'hui, il y a 3000 migrants qui campent dans des jungles, avec aujourd'hui une nouvelle initiative de la maire de Calais de regrouper tout le monde dans un même espace, à l'écart de la ville, et qui est un moyen très intelligent de mettre fin à toutes les solidarités qui se sont mises en place à l'intérieur de l'espace de la ville. Mais donc il y a le nombre. Et puis à Calais, on a des dissensions entre des militants qui sont plus dans une dimension humanitaire et ceux qui veulent vraiment en faire une lutte politique. À Paris, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un consensus assez fort entre les migrants et entre leur soutien, que cette lutte-là, elle doit aller bien au-delà de l'humanitaire et avec des revendications politiques très très fortes. Donc, dès le départ, on a entendu liberté de circulation, assouplissement des politiques migratoires, régularisation. Alors, liberté de circulation, c'est encore un peu difficile de l'entendre à Calais. Donc, on a cette différence-là, hein, des revendications politiques très très fortes, mais on a aussi donc ces revendications-là à Calais, et ce qui est en commun, c'est que dans les espaces de la région de Calais, où il y a ces revendications politiques, parce qu'elles existent, hein, ça dépend des camps, des jungles, des militants, des migrants, elles prennent un peu les mêmes formes, c'est-à-dire que c'est des revendications qui sont très fortes dans le contenu, hein, comme je vous ai dit, liberté de circulation, régularisation, fin de la Convention de Dublin, etc. Mais là où elles sont aussi intéressantes, c'est dans la forme. C'est-à-dire pas seulement dans le contenu des revendications, mais dans la forme qu'elles prennent. Et elles prennent des formes assez diverses. D'abord, il y a une attention très très forte de ne pas reproduire le système d'inégalité, de domination nord-sud et blanc-noir. Et donc une attention très très forte à ce que la co-gestion, la co-construction, la co-décision entre migrants et soutiens. Alors très concrètement, par quoi ça se manifeste, hein, ça se manifeste parce que, par exemple, à Pajol, vous ne verrez jamais des soutiens qui distribuent de la nourriture à des Africains en train d'attendre qu'on leur distribue. Les choses se font ensemble. Ensemble, on prépare à manger, ensemble, on distribue, etc. Ça va encore plus loin pour ce qui est de la prise de décision. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées générales, tous les 2-3 jours, et dans ces assemblées générales, d'abord, il y a un temps de discussion. Migrants et soutiens discutent.
tout est traduit dans toutes les langues, en anglais, en arabe et en français. Ça prend un temps extraordinaire, hein, c'est très lourd, c'est très long, mais personne ne veut faire autrement. Et ces assemblées générales, elles sont au fond pas vraiment des instances de décision, elles sont des instances de discussion, de co-discussion, parce que les vraies décisions, elles sont prises par les migrants tout seuls, sans les soutiens, pour bien être sûr que c'est des décisions qui leur appartiennent à eux, parce qu'elles les concernent en premier chef. Donc voilà un peu les choses qu'on retrouve. La dernière chose peut-être qu'on retrouve à Calais comme à Pajol, et qui pour moi est aussi une forme politique, c'est un refus de réduire les migrants à leur dimension, à leurs besoins biologiques, à leurs besoins vitaux. Donc, ça paraît anecdotique, mais je pense que ça n'est pas du tout. Ce sont pour moi des actes de résistance. On organise des tournois de football, on fait venir des concerts, on fait des spectacles, on fait des cours de français. Toutes ces choses qui sont finalement superflues, mais qui restaurent ces hommes et ces femmes dans leur dignité d'être humain et qui ne les réduit pas à leurs besoins, nourriture, se laver, etc. Et donc, qui ne les réduit pas à ce que Giorgio Agamben appelait leur vie nue. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en comparant Calais et Paris, là, enfin, avec ces nombreuses ressemblances, hein, ces stratégies de dispersion, mais aussi ces formes de solidarité, vous soulignez peut-être la deuxième chose qu'on a vue à travers là, tout ce qui s'est passé autour du 18e arrondissement de Paris et ailleurs, hein, vous parliez de Lampedusa, c'est que même s'il y a, vous l'avez dit, une forme de continuité des politiques européennes et françaises en matière de politique migratoire avec un durcissement continu, même si c'est sans doute des fois les gouvernements de droite qui font les premiers gestes et puis ensuite c'est avalisé par des gouvernements qui se disent de gauche, il existe une autre Europe, une Europe de la solidarité. Là, à Mediapart, on vient de lancer une opération qui s'appelle Open Europe avec différents médias et réseaux et associations, d'ailleurs dont Logisti, dont on va reparler un tout petit peu en fin d'émission, et qui propose finalement une autre manière de penser les relations entre l'Europe et ses migrants. Est-ce que vous iriez, Emmanuel Blanchard, jusqu'à dire un peu comme ce que montrait Karen à Coca, que s'invente ici une autre façon de faire la politique ? C'était un des objectifs de Migre-Europe, quand Migre-Europe a été créé. Qui notamment, il faut, je pense, le souligner, à cette idée qu'on sort de l'opposition entre l'humanitaire et la revendication politique, qui est souvent un peu les deux pôles de la manière dont les associations ou les médias parlent des migrants. Donc c'était un des objectifs de Migre-Europe, une association qui a été créée il y a 12 ans, un réseau qui était justement de porter, non pas là forcément au niveau dont on vient de parler des luttes de terrain, mais on y reviendra, au moins porter dans une arène européenne qui est extrêmement institutionnalisée, avec des ONG qui sont formatées pour répondre aux projets, aux attentes des institutions européennes, d'essayer de porter un discours critique, un discours de contestation, qui soit à la fois analytique, qui soit documenté, qui soit ancré dans des pratiques associatives et dans des luttes de terrain, mais qui cherche à pénétrer cette arène qui est éminemment technocratique, c'est ainsi qu'elle est souvent décrite, et à raison, et donc de proposer d'autres façons d'intervenir dans l'arène européenne. Et on l'a fait en essayant de travailler à la fois avec des personnes qui sont engagées, que ce soit au Maroc, que ce soit en Italie, que ce soit au Calais, que ce soit en Grèce, que ce soit à Chypre, que ce soit au Liban, dans des rapports très concrets, où quand vous êtes confronté à ces niveaux de répression et à ces niveaux de précarité économique, il faut tenter d'apporter des réponses qui sont parfois mises sous l'étiquette humanitaire. Sauf que derrière ces réponses, il y a la restauration de la dignité des personnes, et en restaurant la dignité de ces personnes, il y a la possibilité aussi, en s'appuyant sur ces expériences concrètes, de construire des discours politiques qui cherchent à imposer à la fois d'autres mots, un autre langage, d'autres façons de voir les choses. Et ça a vraiment été le pari de Migre-Europe, de montrer que l'Europe qui se disait une Europe des valeurs, on retrouve toujours l'Europe doit respecter ses valeurs, mais sur quelles valeurs s'est-elle fondée du point de vue des politiques migratoires vis-à-vis de ceux qu'on appelle les extra-communautaires. On a cartographié qu'elle avait finalement beaucoup généré ce qu'on a appelé l'encampement du monde. C'est-à-dire le fait que pour protéger ses frontières, à la fois en Europe et au-delà de l'Europe, se sont créés
soit des formes de prison pour étrangers institutionnalisées, soit des lieux où les étrangers sont cantonnés, puisque c'est le seul endroit où ils peuvent aller dans cette quasi-vie nue que décrivait Karen tout à l'heure. Et ça s'appuie aussi sur... Il y a à la fois le registre du discours politique, mais qui toujours essaie de s'appuyer sur des expériences qui, au concret, sont portées par des citoyens qui ne sont pas forcément engagés politiquement. Alors, en parlant comme ça de l'importance des mots et du langage, vous me faites une transition vers la question que je voulais poser à Karna Koka, qui lui va lui demander de résumer sa thèse en 2 minutes, qui est que là, on a soigneusement entretenu un flou sur migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. On sait bien que ces termes n'ont pas la même valeur juridique, n'ont pas la même charge symbolique. Est-ce que vous pouvez quand même nous l'éclairer, et également cette opposition qu'on voit travailler, notamment dans les politiques migratoires, qui veulent distinguer toujours le migrant économique du bon réfugié politique? Alors oui, c'est une question qui est très compliquée parce que, a priori, on a une catégorie de réfugiés qui est encadrée par un texte juridique, plusieurs textes juridiques, dont un qui est la Convention de Genève, qui est un texte très important, qui dit que le réfugié est quelqu'un qui craint d'être persécuté dans son pays d'origine à cause de ses opinions politiques, son appartenance sociale, sa race, sa religion. Donc à partir de là, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez clair et qui alimente des représentations, qui sont ces représentations d'une différence incommensurable entre un migrant et un réfugié, 2 personnes qui n'ont absolument rien à voir, avec le migrant qui est la figure de l'étranger illégitime, parce qu'il vient pour des raisons économiques, le réfugié, la figure de l'étranger légitime parce qu'il vient pour des raisons politiques, et avec derrière cet archétype-là du dissident politique, individuellement recherché, individuellement persécuté, qui s'y rend dans son pays et est immédiatement tué. Donc, pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Quand on compare avec et la réalité sociale et la perspective historique. Elles ne sont pas aussi simples pour 3 raisons, je dirais très rapidement 2, et je rentrerai un peu plus en détail sur une 3e. Elles ne sont pas simples d'abord parce que les individus, quand ils fuient leur pays, ils fuient un mélange de situations qui est la misère économique et des problèmes politiques, et ça ne fait pas toujours sens de faire la distinction entre les deux. Ça ne fait pas non plus toujours sens de distinguer l'économique et le politique. Et on le sait d'autant mieux ces dernières années qu'on a des économistes qui commencent à montrer à quel point l'économique est politique. Et donc, la misère, c'est une violence. Les inégalités sociales, c'est des formes de persécution. Et la 3e raison pour laquelle, et c'est celle sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est que les textes juridiques, on a l'impression que le droit, c'est cette chose neutre, transcendante, etc., qui dit la réalité. Mais les textes juridiques, ça s'interprète. Et la catégorie de réfugiés, comme les textes qui l'encadrent, c'est des textes flous. Et donc, devant des textes flous... est né dans un certain contexte, dans le contexte de la guerre froide. Né dans le contexte de la guerre froide, quoi de mieux pour réfléchir à la variabilité des interprétations, parce que ce qu'on voit quand on regarde sur du temps long, c'est la variabilité des interprétations. Et moi, je commence là avec vous en 51, mais on peut aller encore loin derrière, mais je sais, on n'a pas le temps. Mais quoi de mieux que l'histoire pour saisir et la variabilité, mais pour saisir surtout les intérêts politiques derrière les différentes formes d'interprétation. Donc moi, j'ai travaillé sur les années 50-80, sur comment l'OFPRA donnait le statut de réfugié. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Voilà. Et c'est l'institution qui donne l'asile en première instance. Et c'est une période qui est une période intéressante parce que c'est une période considérée comme l'âge d'or. Le moment où il y a plus de 80% des gens qui demandent l'asile qui l'ont, donc où en fait, on imagine c'était tous des vrais réfugiés, l'institution faisait bien son travail. Et donc c'est une période qui est peu travaillée, puisque elle intéresse moins, puisque tout se passe bien, tout semble bien se passer. Et elle est pour moi une période intéressante parce que c'est justement à ce moment-là que se construit cet archétype-là du vrai réfugié, le dissident qui a des problèmes individuels, personnels, qui est personnellement recherché, etc. Et donc, le dissident vis-à-vis des pays communistes. Souvent, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde de près un peu ce qui s'est passé dans ces années-là? C'est qu'on voit que les personnes qui avaient le statut de réfugié, qui recevaient le statut de réfugié à cette période, elles ne l'auraient pas reçu aujourd'hui. Elle ne l'aurait pas reçu aujourd'hui. Dans les années 50, 60, 70, il suffisait d'être hongrois, polonais, tchécoslovaque, russe pour avoir le statut de réfugié. Et dans les années 80, il suffisait... Alors, qu'est-ce que c'est ces nationalités? C'est des nationalités qui fuient des régimes sous domination soviétique.
dans les années 80. Il suffit d'être cambodgien, vietnamien, laotien pour avoir le statut de réfugié, qui sont des nationalités qui fuient des pays communistes. Et donc, on n'a aucun moment, on a demandé, ça on le voit très bien dans les archives, on ne demande à aucun moment à ces personnes de montrer qu'ils sont individuellement persécutés, ni même de cacher leur motivation économique, elles sont là, elles sont clairement dans les dossiers. Mais cet archétype du vrai réfugié né avec cette espèce d'idée que c'était des vrais à cette période et que c'est le dissident individuellement persécuté, elle a construit en creux l'image du faux d'aujourd'hui, du faux réfugié d'aujourd'hui. Et donc, elle permet aussi, alors que même on est devant les deux types d'individus, de délégitimer ceux qui, en fait, ressemblent à leurs aînés, mais l'histoire a effacé. Voilà. Bon, j'aurais beaucoup d'autres à dire. Pour continuer d'historiciser, il faudra effectivement aller voir vos articles ou livres apparaître ou déjà parus. Mais j'aimerais qu'on termine cette émission en disant quelques mots de l'opération que Mediapart a lancée avec d'autres médias et réseaux et associations européennes qui s'intitule Open Europe et pour lequel je laisse la parole à François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Oui, merci Joseph. C'est une opération tout à fait inédite qu'a lancée Mediapart le 1er juillet. On a construit cette opération au niveau européen avec 9 journaux européens et tunisiens, des journaux de Hongrie, des Balkans, un journal italien, un journal et notre site partenaire Infolibre en Espagne, et un site d'information en Tunisie qui s'appelle Inkifada. L'idée était de se regrouper pour avoir plus de moyens d'enquête, de reportage et pour donner pleinement la dimension européenne de ce problème. Et puis nous ont rejoint, et on s'en félicite, des grandes ONG et des grandes associations comme justement Migre Europe, dont on vient d'écouter un des responsables, comme le GISTI, la CIMAD et comme Médecins du Monde qui est très impliqué en particulier à Calais et dans quelques autres pays européens. Alors c'est une opération inédite par son ampleur, elle va durer au moins tout l'été et sans doute au-delà et ça va nous permettre de vous présenter énormément de reportages et également énormément d'informations pratiques. Pourquoi des informations pratiques? Parce que le projet éditorial de Open Europe, Ouvrez l'Europe, c'est d'abord de raconter des solidarités concrètes, c'est de s'éloigner de la novlangue bruxelloise et de négociations parfaitement incompréhensibles, sauf à comprendre qu'elles ne sont qu'une surenchère dans l'égoïsme, pour raconter comment, sur le terrain, des solidarités concrètes, citoyennes, se construisent. Et cette idée est née, et vous pouvez retrouver ce reportage dans le dossier Open Europe, qui est entièrement en accès libre aujourd'hui sur Mediapart. Elle est née d'un reportage photo fait par nos collègues du Courrier des Balkans en Macédoine, où ils ont suivi des centaines de réfugiés syriens qui traversaient la Macédoine à vélo. Et au milieu de la Macédoine, dans la ville qui se nomme Velech, s'est trouvée une femme qui, progressivement, voyant ces centaines de personnes passer tous les jours, a ouvert sa maison et en a fait un centre d'accueil, un centre de repos, un centre de soins, un centre d'information. Et progressivement, cette femme est devenue, et sa maison sont devenus le lieu pivot de la traversée de la Macédoine. L'information circule immédiatement par les téléphones et les réseaux sociaux. Et la plupart des réfugiés qui sont aujourd'hui engagés sur cette route terriblement dangereuse, qui est la route qui permet de traverser les Balkans, savent que dans chacun de ces pays, en Macédoine, en Serbie, en Bosnie, ils vont pouvoir comme ça trouver des lieux d'accueil. Et puis vous pourrez également découvrir un reportage qu'on vient de mettre en ligne il y a quelques heures de Louise Fessard, qui est retournée à Vintimille et qui nous raconte que la situation est effectivement toujours bloquée, mais que là aussi des solidarités se construisent par des groupes locaux, et côté français et côté italien, pour venir en aide aux migrants et aux réfugiés. Des aides très diverses, ce sont des vêtements, c'est de l'alimentation, mais c'est aussi des téléphones qui permettent de communiquer avec leur famille, avec leurs proches, avec d'autres amis qui eux aussi sont sur les routes, souvent vers l'Allemagne, vers la Suède, vers le Royaume-Uni.
Et c'est donc tout cet ensemble de solidarité qu'on souhaite progressivement, tout au long de l'été, raconter. Vous pourrez également découvrir un reportage qui est quand même assez effarant de 2 jeunes Tchadiens qui, bloqués à la frontière, à la frontière franco-italienne à Vintimille, ont choisi de prendre la route des Alpes et qui, pendant des jours, ont marché pour rejoindre Lyon par les sentiers de montagne en traversant les massifs du Mercantour, de l'Ubaye, pour progressivement rejoindre Lyon. Et un journaliste, Jean-Sébastien Morat, a pu les suivre pendant tout ce périple. Voilà, donc Open Europe, c'est d'abord de raconter ces solidarités concrètes, c'est également d'aider à ce que ces solidarités puissent se créer, à ce que puissent se fédérer des groupes locaux d'aide et de soutien aux migrants. Et puis c'est pour montrer également comment, en Europe, les attitudes des pays sont évidemment extrêmement différentes et comment la France, au niveau européen, apparaît aujourd'hui comme le pays qui est véritablement le point de blocage. Voilà, vous pouvez trouver tout ça sur Open Europe, qui est un dossier spécial de Mediapart et qui est actuellement entièrement en accès libre. Et vous trouverez, en plus des reportages des différents journalistes, toute une série d'informations que nous font remonter les ONG et les associations qui sont partenaires de ce projet. Et en attendant de découvrir Open Europe, la soirée Mediapart en direct se poursuit avec à 20h30 2 tables rondes sur la Grèce et la situation de l'Europe après le non au référendum grec. Et tout de suite, dans à peine 5 minutes, un retour sur enquête consacré aux révélations autour des écoutes de la NSA. Merci beaucoup Karen Akoka, Emmanuel Blanchard. Merci.